Expert en santé publique, spécialiste des statistiques de la santé et de la démographie, membre des comités scientifiques de l'Institut Pasteur en Belgique et du Centre d'épidémiologie périnatale, auteur de nombreuses publications, enseignant invité pour des systèmes d'information sanitaire dans des universités, Samuel Ndame-Ebonge nous parle des problématiques autour des grossesses à l'adolescence et de la périnatalité. Bonjour Monsieur Ndame-Ebonge, bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4. En quoi consiste le travail médico-social de l'Office de la naissance et de l'enfance? Alors, le travail de l'Office de la naissance et de l'enfance, je pourrais l'articuler en plusieurs phases. Donc, d'abord, l'Office de la naissance et de l'enfance, c'est l'organisme chargé de la protection maternelle et infantile en Belgique francophone, qui a des équivalents aussi dans la partie néerlandophone et germanophone de la Belgique. Et le travail consiste à la prévention de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, à partir du moment où la femme est enceinte, cet organisme accompagne la famille jusqu'à la naissance de l'enfant, après la naissance de l'enfant, jusqu'à son entrée à l'école. Et donc le travail consiste donc à un accompagnement de la grossesse sur le plan médical, mais aussi le psychosocial. Ça veut dire toutes les questions liées à l'alimentation de la femme enceinte, la supplémentation en termes de vitamines ou autres éléments qu'il faut pour une meilleure croissance de l'enfant, mais également tout ce qui prépare la mère à la natalité, parce que ça ne va pas de soi. En Europe, et particulièrement en Belgique, comme dans d'autres pays occidentaux, le nombre d'enfants qui naissent est très faible par famille. Ça veut dire que toutes les femmes n'ont pas toujours vu un bébé, et donc il y a des apprentissages qui doivent être mis sur pied et un accompagnement spécifique et pour la prise de soin de cet enfant qui naît, pour pouvoir le vacciner, pour pouvoir s'assurer de son alimentation, si la mère souhaite lui donner le sein, ou bien plutôt un lait artificiel, la croissance, le staturopondéral, donc le poids et la taille de l'enfant qui doivent être accompagnés presque au jour le jour par un médecin, par un assistant social, par une infirmière ou une sage-femme, jusqu'à ce que le relais soit fait avant son entrée à l'école. Ça veut dire que pour un certain nombre d'enfants, il y a une attention spécifique qu'il faut porter. Un exemple, c'est ceux qui naissent avec un poids très petit ou bien prématuré. Ces enfants-là partent avec moins d'acquis et donc il faut pouvoir leur donner leur chance pour car l'entrée à l'école, les acquis soient assez équivalents. Donc en gros, c'est un énorme travail et qui est fait par un millier de personnes sur le terrain, à peu près 1200 médecins, mais aussi beaucoup de bénévoles, des gens qui sont volontaires, qui travaillent dans ces structures pour le bien-être de la famille. Et donc c'est vraiment une définition globale de la santé et qui n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi l'objectif de viser le bien-être des enfants et des familles. Comment épargner la jeune fille face aux progrès technologiques que nous impose la société aujourd'hui, face à la sexualité? Alors, c'est une question éminemment très complexe, la question de la sexualité et notamment de la jeune fille. Mais ici, la question est posée un peu sur le sens de la jeune fille et de la sexualité. Je pense qu'avant d'évoquer ces aspects, il y a la question de la vie affective, et donc qui touche non seulement les garçons, mais aussi les filles, le respect mutuel qu'on devrait avoir, mais des espaces aussi de vie que sont la famille. Et donc la sexualité, on a toujours l'impression que c'est des tabous, que tout le monde semble savoir ce que c'est, mais c'est des choses qui s'apprennent. Ça veut dire que le fonctionnement de l'organisme féminin, qui est très complexe, et de l'organisme masculin, donc du jeune garçon, doivent s'apprendre. On doit pouvoir comprendre, notamment la voix qui mue, les menstruations. C'est toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes à asseoir. Et ça veut dire que c'est à l'école que ça doit se passer, d'une part, mais aussi toute une éducation dans la vie de la famille. Et donc au niveau de la famille, s'il y a des sujets tabous, où il y a une certaine promiscuité, il y a des risques de dérive. Et ce qui se passe notamment avec les jeunes filles, c'est qu'on est bombardé d'informations. Donc les technologies nouvelles, les réseaux sociaux, les médias, les films qui passent, et notamment les publicités aussi qui arrivent sur les téléphones, sont chaque fois
des stimuli qui font qu'on brûle les étapes. Et donc, comment épargner la jeune fille? Je pense qu'il faut éduquer les filles et éduquer les garçons aussi par rapport à la question de la sexualité. Et donc, ici, nous avons mené un travail par rapport à la question parce que c'est une problématique mondiale, elle est internationale. Il n'y a pas un pays qui soit épargné, il n'y a pas une frontière sociale non plus, c'est pas chez les pauvres, c'est pas chez les riches. Tout le monde est à un moment confronté à cette problématique, notamment pas seulement de la sexualité de la jeune fille, mais des conséquences que ça pourrait avoir. Et donc ici, chez les jeunes filles, le principal problème, c'est qu'il y a une grossesse qui peut survenir, et une grossesse, elle est visible. Et donc, elle peut aboutir. Elle aboutit à un accouchement. Ou elle peut ne pas aboutir. Il y a des fausses couches qui sont beaucoup plus fréquentes chez les jeunes filles, comme chez les femmes plus âgées. Mais il y a aussi les interruptions de grossesse, avec des risques que ça peut avoir dans le contexte social tel que nous connaissons dans nos pays. Et donc c'est un ensemble de choses, c'est une problématique complexe qui doit être menée avec diverses personnes, de la famille jusqu'au niveau de l'éducation nationale, mais aussi au niveau des ministères de la santé. Il y a en tout cas les espaces de prévention, de santé communautaire et donc d'éducation à la sexualité qui doivent être menés par les centres de planning familiaux qui doivent exister, où il y a les sages-femmes qui sont formées. Donc dans la formation des professionnels, il faut pouvoir intégrer cette matière. À l'école, il faut que les professeurs soient sensibilisés à partir de 12 ans de parler de la sexualité aux enfants. Et pas seulement de faire des caricatures ou bien de les envoyer, en tout cas se former sans qu'il y ait en tout cas un espace de dialogue. Et c'est ces espaces de dialogue qui permettraient par exemple de sauver une part de femmes. D'autre part, il y a dans nos cultures, notamment les mariages aussi chez des femmes très jeunes et qui doivent être accompagnées. En tout cas, ce qui est une préoccupation majeure au niveau des États, au niveau des pays, c'est que un accouchement ou une grossesse chez une femme très jeune, donc chez une adolescente par exemple, dont l'organisme est encore en pleine croissance, elle est en train de grandir, les apports en nutriments, un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure en matière d'alimentation de la femme enceinte, ou bien le développement saturo-pondéral du corps de la jeune femme, il y a un certain nombre de choses qui peuvent ne pas être mises sur pied ou des carences peuvent aussi se poser. Et donc la grossesse, c'est une chose, l'accouchement, c'en est une chose, et l'entourage est vraiment important parce que c'est une cause ou une raison, en tout cas, des ruptures familiales. Souvent, les filles sont exclues de la famille, vont aller chez une tante, retourner au village ou des choses comme ça, et qui peut engendrer d'autres conséquences énormes en termes d'avenir de cette jeune enfant. Parfois, le compagnon ou le responsable de la grossesse, aussi un jeune, qui est paumé, qui n'a peut-être pas de ressources. Il faut mettre sur pied des leviers au niveau de l'État parce qu'il s'agit vraiment d'une problématique de santé publique et qu'il faut prendre à bras le corps. Et pas seulement laisser aux familles, parce que ça peut être une fierté, ça peut aussi être un choix. Un choix notamment parce que, ok, la fille a envie d'exister, mais elle a envie d'exister parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Et donc c'est une problématique vraiment très large, la question de la sexualité, des grossesses chez les femmes très jeunes ou chez les adolescentes. Et d'autre part, il y a les réseaux sociaux où chacun a envie, en tout cas, d'exister également. Et donc on peut tomber aussi sur une chance, entre guillemets, mais aussi sur des environnements très destructeurs pour la jeune fille comme pour les familles. Et donc il faut faire très très attention par rapport à cela, mais c'est un problème réel que l'État, si on en a un, doit prendre vraiment à bras le corps et accompagner. En tant que professionnel de la petite enfance, la problématique des mères adolescentes pose un problème au Cameroun et reste un sujet sans grande importance. Que pourrait-on faire pour apporter un début de solution à cette problématique? Et donc, les grossesses à l'adolescence, il faut d'abord définir ce que c'est l'adolescence, parce que dans les publications internationales qu'on voit, il y a plusieurs moments charnières.
Et donc, il y a une distinction importante à faire chez les femmes qui sont très jeunes. Donc, on peut dire chez les moins de 15 ans, ce qui est une réalité aussi dans nos contrées, comme en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Énormément de publications, en tout cas, évoquent ces aspects-là, où il y a des problématiques d'ordre obstétrical. Ça veut dire des problèmes de santé réels avec des risques même de mortalité au moment de l'accouchement, ce qui est quand même quelque chose de banal parce que la grossesse n'est pas une maladie. Il y a une autre tranche qui est les femmes qui ont moins de 20 ans, donc de 17 à 20 ans, où il y a des problématiques qui sont très sociales, notamment les ruptures familiales, notamment les préoccupations aussi de l'avenir d'une adolescente qui n'est pas déjà autonome en soi, qui dépend encore de sa famille et qui est une mineure, mais qui est responsable d'un enfant où il y a vraiment un antagonisme très important à pouvoir mettre sur pied une législation qui soit claire aussi pour savoir quel est le rôle de l'adolescente et quelle est la place de cet enfant qui naît. Est-ce que c'est l'enfant des grands-parents ou bien c'est l'enfant de cette adolescente? Et il y a les femmes très jeunes. Ce qu'on peut décrire dans le contexte international, c'est que l'âge moyen à l'accouchement est en train de reculer. Et donc, c'est aller à contre-courant de voir un âge qui reste très bas. Et cet âge qui recule peut avoir des évolutions dans toutes nos sociétés. Les problématiques dans les grandes villes n'est pas la même que dans les régions de campagne ou dans nos villages, parce qu'il y a peut-être peu de dispositifs. Ceux qui ont accès à l'hôpital et ceux qui n'ont pas accès à l'hôpital, ce qui est important dans les pays, c'est de mettre sur pied un accompagnement des familles, notamment l'accès en milieu hospitalier pour que la grossesse soit suivie et que la jeune fille ne se retrouve pas à aller dans les quartiers, se renseigner auprès de ses copines, auprès des mamans qui vont leur donner des décoctions qui peuvent engendrer la mort, ou bien les pousser à recourir à certains avortements clandestins. Il faut mettre sur pied en tout cas des leviers et c'est toujours une question d'éducation. Cette question d'éducation interpelle clairement les hommes politiques, les décideurs locaux, les responsables des mairies, mais aussi les chefs d'établissement. Mais au-delà de tous ces aspects, les adultes que nous sommes, je pense qu'on est dans une société où on est dans une collectivité où les adultes ou les plus âgés ou ceux qui ont le plus de moyens doivent protéger les plus faibles. Et donc, autant chez les femmes très jeunes, il y a un besoin de restructuration de la société, de remettre un certain nombre de valeurs aussi par rapport à ces enjeux-là. Et donc, c'est quelque chose de vraiment préoccupant et ce n'est pas quelque chose de banal. Statistiquement, serait-il possible à ce jour d'évaluer le nombre de mères adolescentes au Cameroun? Et comment faire? Ah, ça c'est une question éminemment pertinente, la question des statistiques dans les pays. Je sais qu'il y a des institutions au Cameroun qui traitent des statistiques et je pense qu'il y a beaucoup de données, mais les données ne sont pas toujours consolidées. Alors il y a cet enjeu, au-delà de voir un peu les mères adolescentes, il faut déjà voir les naissances. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de naissances chaque année au Cameroun? C'est très très compliqué. C'est très difficile. Moi j'ai posé la question à des confrères qui travaillent au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique par rapport à ces enjeux, parce que moi je traite clairement de cette question-là, où on peut savoir le nombre d'enfants à l'unité près chaque année, on peut savoir s'il a survécu, s'il est décédé, au bout de combien de jours, ou combien de temps, et ça c'est vraiment quelque chose qui est capital. Dans un pays comme le nôtre, où il est difficile même d'estimer la population globale, il est éminemment capital d'investir dans cette partie-là notamment, là où la vie commence. C'est parce que de savoir le nombre d'enfants qui naissent chaque année permet de planifier l'accès à l'école et on peut aller très loin par rapport à la part de personnes qui ont un emploi et même, on a toujours évoqué en tout cas la tricherie au niveau électoral, c'est une donnée qui peut même arriver à savoir combien de personnes sont en âge de voter, sont en âge de procréer,
sont en âge de travailler, par exemple, et combien sortent du monde du travail. Et donc la statistique de population, de démographie ou de santé, c'est quelque chose qui est capital. Et nous avons en tout cas ici au niveau de la Belgique un data warehouse qui permet même de croiser des informations à un moment pour en tirer le meilleur lien qu'il peut avoir entre le cause et effet et qui permet toutes les planifications. Toutes les planifications partent de ces données-là, donc de démographie, données de naissance. Et donc, au-delà du nombre d'enfants qu'on ne maîtrise pas, notamment qui naissent, le nombre de femmes qui accouchent est encore plus compliqué et encore plus les adolescentes. Donc, comme je disais, il faut définir ce que c'est une adolescente. Est-ce qu'on considère les moins de 18, les moins de 20 ans? Mais alors, l'âge minimum, c'est quel âge? La fille qui va accoucher à 10 ans dans son village, dont la grand-mère s'est occupée, est-ce qu'à un moment, il y a une déclaration de cet enfant où ça se sait? Et donc, il y a tout un projet que j'avais proposé à un moment d'ailleurs pour pouvoir énumérer cette donnée. Parce qu'il y a les données qui sont disponibles quelque part. À l'époque de ma grand-mère, c'est les religieux qui avaient les registres de naissance. Et tous les enfants qui naissaient étaient connus avec leur date approximative de naissance. Aujourd'hui, il y a encore des enfants qui naissent, qui sont déclarés 1 an, 2 ans après, parfois jamais, et donc qui n'ont pas d'existence réelle. Et donc il faut des incitants au niveau de l'État pour motiver les personnes aussi à faire cette démarche, à faire notamment la route ou bien le déplacement vers la commune, vers la mairie, vers la police ou que sais-je, et notamment aussi de sensibiliser les sages-femmes ou les mères de famille, notamment dans les coins les plus reculés, soit le chef de village est au courant, soit le chef de famille, et soit le bouche à oreille permet en tout cas de collecter l'information. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir créer à un moment ou l'autre pour pouvoir estimer en tout cas cette donnée, parce qu'on part de tout. J'ai discuté avec des personnes qui vaccinent les enfants pour savoir notamment quelle est la part de vaccins qui sont commandés chaque année pour la vaccination des tout-petits. Voilà, on me donne un chiffre qui n'a rien à voir avec le nombre de naissances, qui n'a rien à voir avec aussi les éléments de pondération. Qu'est-ce que j'appelle éléments de pondération? Ça veut dire que la rupture de la chaîne de froid avec le vaccin, c'est une perte énorme. Même dans les pays froids, il y a des pertes du fait de la rupture de la chaîne de froid des vaccins. Est-ce que c'est estimé? Dans le cadre de mon travail ici, nous avons une estimation en euros claire du nombre de vaccins qui sont perdus parce que justement sortis du frigo et n'ont pas été utilisés par exemple. Et donc c'est quelque chose aussi qui est capital parce que c'est une dépense d'argent. D'autre part, dans le projet de collecte de données de naissance ou bien maternelle et des tout petits, c'est aussi des projets qui peuvent s'autofinancer. Par le fait notamment de la création même de l'outil qu'il peut avoir ou bien d'un carnet que les mères peuvent avoir et qui peut servir de liaison auprès de tous les professionnels qui vont voir un enfant. Quand un enfant va à l'hôpital, on lui donne un bout de papier et alors à un moment c'est perdu. Donc il n'y a aucun outil de liaison pour savoir si un enfant a déjà pris un traitement, un médicament ou a été vacciné. Et donc c'est aussi quelque chose qui est pertinent, notamment quand il y a les campagnes de vaccination qui font du porte-à-porte, où on demande le nombre d'enfants, et souvent on ne demande même pas si les enfants ont déjà été vaccinés. Parce que si un enfant était chez sa tante, et puis chez un oncle, il peut avoir 2 fois le vaccin, ou il peut aussi échapper les 2 fois à une campagne de vaccination. Donc c'est des éléments mais vraiment capitaux par rapport à la santé de la collectivité et notamment le bien-être des enfants. Et encore une fois, qui permettent en tout cas de lisser un certain nombre d'inégalités sociales de santé. Est-ce qu'il est possible de pouvoir évaluer les coûts de cette problématique statistique? Et donc, ça c'est une question pertinente en termes d'évaluation des coûts, parce que c'est bien beau de mettre sur pied des politiques, mais à un moment on arrive à se demander combien ça coûte. Je pense qu'il y a un élément avant de parler par exemple de monnaie trébuchante et sonnante, il y a le fait de l'investissement de n'importe quel pays. Quand on investit dans la prévention de la santé, il y a des études qui l'ont montré aussi, dans le contexte
du monde occidental, 1 euro investi dans la prévention rapporte 6 euros pour les pays, pour le bien-être notamment, parce que les gens sont en bonne santé et donc sont productifs. Et donc, chez les enfants, du fait qu'on les stimule à faire du brossage de leurs dents, ça épargne beaucoup d'argent par rapport à des problèmes, par exemple, de santé qu'ils peuvent avoir beaucoup plus tard pour leur dentition et des choses comme ça. Et c'est des choses où on n'a pas toujours l'impression qu'on investit beaucoup d'argent, mais le bénéfice aussi peut être mesuré beaucoup plus tard. Et donc, en termes de coûts, en argent, on peut estimer le coût à partir, par exemple, du moment où on définit le rythme d'examen de la grossesse. Quand on va chez la sage-femme pour faire une échographie, par exemple, ou pour faire une prise de sang, combien ça coûte. Et donc, sur base du dénominateur du nombre de femmes qu'on peut estimer, on peut savoir combien ça rapporte à la collectivité. Mais on est encore dans une question, peut-être qu'on va aborder plus tard, sur le rôle de l'État, sur l'organisation des soins de santé primaire, parce que c'est vraiment de la santé primaire, c'est la prévention de la santé, pour pouvoir estimer, mais ce n'est pas des coûts faramineux. Quand on voit un pays comme le Cameroun, où on compte en milliards, énormément d'argent qui sont mis pour telle ou telle chose, je ne veux pas dire que ce n'est pas capital ou important pour le pays, ce n'est pas l'argent qui devrait être un facteur limitant par rapport à ce type de projet. Il en va du bien-être de la société tout entière et de la santé des femmes et des enfants, qui sont quand même, en tout cas, le dénominateur commun de l'humanité. Donc, il est important d'investir dans la prévention parce que ça rapporte forcément. Si on prévient la santé chez les travailleurs et qu'ils ne vont pas avoir un problème spécifique, ils seront au travail et donc ils n'auront pas un coût important en termes de maladie et d'absence au bureau. Les bilans de santé préventifs pour un nouveau-né à 9, 18, 30 mois sont nécessaires. Pourquoi faut-il les faire? Alors, les bilans de santé, on peut les appeler autrement. Nous, on les appelle ici les bilans de santé et on a défini 3 âges clés pour pouvoir le faire. Pourquoi ces âges d'abord, avant peut-être de parler du contenu, ça veut dire que c'est les âges charnières. Un enfant qui naît, il sort de la maternité ou bien il est à la maison ou d'un autre environnement où il est né, il revient à la maison, il est allaité ou pas, il prend du lait artificiel ou pas, ou encore les deux. À quel moment on doit intégrer dans son alimentation les fruits? Est-ce qu'il faut lui donner de la vitamine? Tous ces éléments-là sont définis dans les guidelines qui sont médicaux et je sais que ça existe aussi au Cameroun, mais les gens ont peut-être peu de moyens pour pouvoir les suivre. Ici, l'enjeu de faire des bilans de santé à des âges clés, pas forcément à 9 mois, ça peut être à 6 mois, ça peut être à 1 an, ça peut être aussi à 2 ans, c'est notamment les phases de transition. Il y a un premier élément qui est l'alimentation de l'enfant, que j'ai déjà évoqué. À quel moment on introduit des aliments durs, par exemple, chez l'enfant. On ne peut pas déjà, comme ça se fait par endroit, à donner, je ne sais pas moi, des bouts de plantain à sucer à un enfant qui a 3 semaines, ou des choses comme ça. C'est qu'à chaque âge, avec le développement de l'enfant, il y a des choses qu'il est à même de faire ou pas. Donc ça peut aller de l'alimentation, la psychomotricité, la vaccination. Et ces âges-là correspondent à s'assurer que l'enfant a eu ses doses de vaccins requis pour l'âge, a déjà eu des transitions en matière d'alimentation, a déjà pu acquérir notamment la station debout ou bien va à 4 pattes à un âge bien spécifique. Et non seulement ça, ça permet de voir en tout cas à quel âge moyennement un enfant peut commencer à marcher, à quel moment il peut faire un trait vertical, à quel moment il peut sauter avec ses 2 jambes, à quel moment il peut ne serait-ce que faire maîtriser la rotation de ses yeux. C'est tous ces éléments-là qui font partie du développement psychomoteur de l'enfant. Et donc dans son développement, évidemment, traduit son bien-être, donc sa santé pour l'âge qui est requis. Et donc là, l'élément, c'est qu'on va comparer les enfants qui ont 9 mois
et de voir en tout cas quels sont les percentiles vers lesquels il est. Ça veut dire où il se trouve dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et il peut avoir des stimuli qu'on met sur pied, il peut avoir un accompagnement par des professionnels qui permettent à l'enfant de s'aligner par rapport aux autres. Et un élément qui est capital dans ces bilans de santé, c'est que les enfants qui sont nés prématurés, par exemple, ils n'auront pas l'âge de leurs confrères nés à terme. Ça veut dire qu'un enfant qui est né à 6 mois, dont 3 mois plus tôt qu'un autre enfant du même âge, on va l'aider et on va l'accompagner notamment, et donc on ne va pas le considérer comme un enfant de 9 mois, mais on va le considérer comme un enfant beaucoup plus jeune. Et donc, on va aligner et on va adapter l'accompagnement. Et évidemment, il suffit qu'il y ait aussi des professionnels qui sont assermentés, qui sont formés, qui sont sensibilisés à ces questions-là. Et donc, nous travaillons avec des pédiatres ou des sages-femmes qui sont vraiment formés et qui maîtrisent en tout cas le développement de l'enfant. Mais au-delà de cela, il y a l'attention et il y a l'environnement de l'enfant. L'environnement de l'enfant, c'est la maltraitance, c'est l'alimentation équilibrée, c'est tous ces éléments-là qui permettent en tout cas de faire le bilan de l'enfant et de s'assurer que nous assurons l'avenir de notre pays aussi, le bien-être de la collectivité. C'est ici que s'achève la première partie. Restez des nôtres pour la deuxième partie.